Avec nous en direct, Madame Fatimetou Mint Mboulaye, présidente de l'Association des sages-femmes. Bonsoir à tous et merci de vous joindre à nous, messieurs, dames. Voilà, avant de commencer notre débat, nous lançons ce reportage sur la santé de la reproduction présenté par Aminata Kane. Dans le domaine de la santé de la reproduction, il semble que notre pays est confronté à une double problématique. D'une part, ce qu'on appelle une fécondité non contrôlée et d'autre part, une mortalité maternelle, néonatale et infantile qui reste élevée. Selon de nombreuses études, la Mauritanie a le taux de mortalité maternelle le plus élevé en Afrique de l'Ouest et au Maghreb. Par ailleurs, le taux d'utilisation des méthodes contraceptives demeure peu important. Face à ces défis sanitaires majeurs, le gouvernement mauritanien a inscrit la réduction de la mortalité maternelle et néonatale parmi les priorités nationales et mis en œuvre de nombreuses mesures. Parmi celles-ci, l'organisation de l'administration centrale du département avec la création de la direction de la santé de la mère et de l'enfant dont la mission principale est de contribuer à l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. La sécurisation des produits de santé de la reproduction avec la réalisation de l'acquisition de produits contraceptifs par l'utilisation d'une ligne budgétaire de l'État d'1 million d'MRU et le positionnement pour bénéficier du Matching Fund dont l'objectif est de parvenir à l'autonomie du pays en matière d'approvisionnement en produits contraceptifs. L'autorisation de l'interdiction du Sanaya Press comme méthode innovante de contraception et sa promotion pour son auto-administration au niveau communautaire. L'engagement du pays pour le partenariat FP 2020 et pour le partenariat de Ouagadougou au-delà de 2020. Voilà, je vous le disais tantôt, le thème de ce soir, c'est axé sur la santé de la reproduction. Alors, 582 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes et 29 pour 1000 de mortalité néonatale. Des chiffres sont malheureusement encore trop élevés. Comment décrivez-vous, docteur Diagana, la situation de notre pays dans le domaine de la mortalité maternelle? Merci madame, bonsoir à tout le monde, bonsoir à mon ami et collègue Dr Sid Mohamed Abdelaziz avec qui je suis sur le terrain tous les jours. Bonsoir à madame Fatimetou Mint Mboulaye avec qui je suis aussi sur le terrain, et que j'ai trouvé sur le terrain aussi. Donc je suis très content de retrouver ces deux collègues-là. Je suis aussi content parce que cette émission coïncide avec une journée particulière aujourd'hui. C'était aujourd'hui le lancement de la deuxième du PNDS, Plan national de développement sanitaire, qui est l'évaluation, qui est aussi l'évaluation du plan antérieur, d'un premier plan, qui s'est déroulé de 2012 à 2020. En deuxième plan, on évalue ces plans de développement sanitaire, cette première partie de 2012 à 2021. On est en train aussi de planifier un deuxième le plan qui va de 2021 à 2030. Donc cette coïncidence n'est pas fortuite parce que ça rentre, l'un des objectifs de ce plan, c'est de contribuer à la réduction de la mortalité. C'est l'un des thèmes essentiels de ce plan. Donc les chiffres sont ce qu'ils sont, mais ça ne doit pas nous alarmer autant. C'est des chiffres qui existaient, qui ont été évalués et qui existent. C'est les chiffres de 2016, ces chiffres-là. Donc, c'est les chiffres qui remontent à 2016. Donc, il faut les évaluer. C'est vrai, c'est des chiffres importants, mais pour autant, beaucoup d'efforts ont été faits dans le but de la réduction. Donc, pendant cette évaluation, peut-être qu'on aura moins ces chiffres. Peut-être qu'on n'a pas atteint encore nos objectifs de 2020 qui sont normalement de 320 pour 100 000
naissances vivantes. Mais avez-vous les derniers chiffres concernant 2019 et 2020? Non, l'évaluation ne se fait pas par année, ça fait en plusieurs années. Disons 2012 à 2020. Donc on va faire l'évaluation. De 2012 à 2020. Donc on va faire l'évaluation de 2012 à 2020 pendant cette phase, c'est une phase d'évaluation et d'élaboration qu'on a commencé. C'est tous les 5 ans, 10 ans ou 8 ans? Alors, les plans, c'est sur 10 ans, normalement. Donc, mais la première phase, il y avait un plan qui est en 2 phases. Donc, de 2012 à 2015. Après, on a fait une évaluation en 2016. Et puis, de 2017 à 2020. Bon, avec quelques décalages. Donc, on va faire cette évaluation. Et puis, on va commencer le deuxième plan qui va commencer de 2021 à 2030. Cette période-là coïncide avec les objectifs. Oui. Mais docteur, ces chiffres ne vous donnent pas à vous, par exemple, froid au dos? Des chiffres sont quand même un petit peu alarmants. C'est élevé par rapport à quelque chose. Dans notre contexte, on a des objectifs à atteindre. C'était des chiffres antérieurs, beaucoup plus alarmants encore. Donc, on s'est fixé des objectifs pour 2020. C'est sûr qu'on ne les a pas atteints, je suis sûr qu'on ne les a pas atteints, mais des efforts ont été faits. Et puis, on verra à quel niveau, jusqu'à quel niveau nos efforts ont été payants. Mais ces efforts ont été faits dans quel sens? Dans la réduction de la santé, la réduction de la mortalité maternelle ou la santé de l'enfant? Alors, c'est tout en tout. Donc, on parle de la mortalité maternelle et néonatale. C'est ça les défis les plus importants pour nous. Alors, pour cela, beaucoup d'efforts ont été faits en matière d'amélioration de l'accès aux soins, que ce soit l'accès financier, que ce soit l'accès géographique, et même soit l'accès culturel qui ne dépend pas forcément de nous, que ce soit l'amélioration des plateaux techniques dans les hôpitaux, que ce soit l'accès aux contraceptifs, on vient de le dire tout de suite. L'État a fait beaucoup d'efforts. Donc, au cours de cette évaluation, peut-être, on saura, quoi qu'on dise, les chiffres sont encore élevés. Les chiffres sont quand même alarmants. Docteur Sid Ahmed, est-ce que vous aussi, vous allez relativiser les chiffres que nous avons là, sous les yeux? Bon, je ne veux pas, relativiser ces chiffres-là. Je dirais que c'est des chiffres énormes, que c'est malheureux, comme dans un pays où la population ne dépasse pas 4,5 millions, mais à peu près 4 millions, qu'on ait des chiffres encore très très élevés en matière de mortalité maternelle et néonatale. Mais je dirais, comme l'a dit le directeur, que c'est des chiffres qui remontent à un mix qui a été fait en 2013 ou 2015. Je ne me rappelle pas exactement. Et qu'on est en train de finaliser cette année, ce qu'on appelle l'enquête démographie santé. Et nous espérons beaucoup avoir des chiffres beaucoup mieux que les 582 pour 100 000 naissances vivantes. Parce que beaucoup d'efforts ont été fournis durant ces dernières années en matière de lutte contre cette mortalité. On ne parle plus de lutte, mais on dit l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Parce que l'État s'est fixé comme objectif, un objectif en 2020 à réduire à 370 et un objectif en 2030 à avoir 70 pour 100 000 naissances vivantes. Donc c'est vraiment des objectifs très haut placés, mais qui sont facilement réalisables si on s'y met tous. Mais comment se fera cette accélération? Cette accélération se fera par 3 choses, ou 4 choses même, je dirais. Qu'est-ce qui lutte contre la mortalité maternelle et néonatale? Nous allons avoir 3 axes principaux. D'abord, avoir des soins, ce qu'on appelle des centres de soins obstétrico-néonataux d'urgence qui sont efficaces, qu'on ait des soins obstétrico-néonataux de base qui sont efficaces, c'est-à-dire au niveau des centres de santé, au niveau des hôpitaux, là où la maman a le plus besoin d'être traitée, d'être prise en charge. Et avoir un système de référence qui est très efficace, c'est-à-dire quand la maman a besoin d'être transférée vers un lieu, il y a toutes les possibilités pour pouvoir l'amener le plus rapidement possible et pour qu'il n'y ait pas ce retard-là. C'est les 3 retards qui tuent généralement la femme. Qu'est-ce qui tue le plus en Mauritanie? C'est 2 maladies principales, à savoir l'hypertension artérielle et l'hémorragie, de façon générale. L'hypertension artérielle, c'est une maladie qui caractérise notre pays de façon générale. Elle est très fréquente chez les femmes enceintes, bizarrement, et c'est elle qui tue le plus. Lors de nos différentes enquêtes au milieu hospitalier, on a constaté en tant que gynécologue que cette maladie-là tue plus. Elle entraîne des plus grandes complications, à savoir ce qu'on appelle la prééclampsie et l'éclampsie, c'est-à-dire le fait que la femme
fait des convulsions, elle entre dans un coma, ainsi de suite, elle est en train de décéder. La deuxième maladie, c'est l'hémorragie. Qu'elle soit au premier trimestre suite à un avortement, ou que ce soit au cours de l'accouchement, ou que ce soit dans le postpartum. Ces deux maladies, qui sont les causes principales, leur traitement est facile. Vous allez me dire pourquoi vous n'avez pas fait ça. Eh bien, c'est facile. Le traitement de l'hypertension artérielle, c'est d'abord un suivi et une prise en considération dès le départ. Docteur Sidi Mohamed, on va revenir sur ce sujet tout à l'heure. De toute façon, moi je crois qu'avec le DS, l'enquête démographie santé, qu'on va avoir les résultats d'ici la fin de l'année, nous aurons certainement, comme l'a dit le directeur, des chiffres mieux que les 582%. Nous y reviendrons tout à l'heure. Madame Fatimetou Mintemoulay, vous nous entendez? Oui, dites-nous, en tant que présidente de l'association des sages-femmes, comment vous appréciez cette situation à votre niveau? Comment vous la voyez, cette situation? Merci, merci de l'occasion. Moi, en tant que présidente de l'association, mais en tant que femme, je pense que l'accouchement, c'est un événement heureux. Donner la vie, c'est important pour la continuité même de l'humanité, mais perdre la vie en la donnant, ce n'est pas intéressant. Et on doit tous vraiment travailler à ce que les femmes donnent la vie et restent en vie. Et comment selon vous, comment on peut accéder, on peut être sûr d'avoir cette situation-là? Je pense que le chemin à parcourir est encore un peu long par rapport à notre pays. Comme l'ont dit les directeurs, beaucoup d'efforts ont été accomplis, mais à mon avis, il y a beaucoup de choses à faire encore. Je pense qu'il y a des défis importants à supporter, à surmonter. Et il y a vraiment toute une stratégie à mettre en place. C'est vrai que le ministère de la Santé a fait plusieurs stratégies. Il y a même le PNDS, comme ils l'ont dit, le deuxième axe, c'est la réduction de la mortalité maternelle. Vous parlez de beaucoup de choses à faire, selon vous, pour arriver vraiment à une situation, disons, stable ou meilleure. Quelles sont ces choses-là? D'abord, il faut vraiment... moi, je vais parler de l'angle ressources humaines, plutôt, en premier lieu. Je pense que les ressources humaines, c'est un pilier important de la réduction de la mortalité maternelle. Et notamment les gynécologues, bien sûr, obstétriciens, les sages-femmes, les infirmiers, à tous les niveaux. Et je pense que, comme le rapport l'a si bien, l'introduction l'a si bien dit, la Mauritanie a ratifié plusieurs conventions de droit. Et les femmes mauritaniennes, où elles sont, ont droit à l'accès équitable à des soins obstétricaux d'urgence et néonatale de qualité. Et donc c'est cette accessibilité qui fait parfois défaut, soit par manque de ressources humaines qualifiées, approximatives, qui peuvent être, soit aussi par rapport à d'autres problèmes qui parfois ne dépendent même pas du secteur de la santé, comme par exemple la défaillance des routes, beaucoup de choses, mais il y a aussi des choses qui sont faisables. Il y a des décès évitables. Malheureusement, le rapport de la SDMPR en 2018 a montré que 69% des décès maternels en Mauritanie sont des décès évitables, comme l'a dit le chef service féminin, dû à l'hémorragie et à l'éclampsie. Et donc ça, c'est quelque chose qui est évitable et qu'on doit faire de telle sorte que ça soit vraiment maîtrisé par des compétentes, du personnel compétent disponible, par un plateau technique complet, mais à tous les niveaux, accessible à toutes les femmes. Merci Madame Fatimetou. Alors pour revenir sur justement l'accès aux structures de santé, l'une des plus grandes caractéristiques, Dr Jagana, de notre système sanitaire est le faible accès aux services de santé de la reproduction par les populations. Seulement 30% des structures de santé, toutes catégories confondues, leur seraient facilement accessibles. Donc c'est l'une des stratégies sur laquelle les départements travaillent depuis une année, parce que
cette nouvelle équipe est à peine sur place, juste une année et quelques jours. L'une des politiques de l'actuel ministre, c'est une répartition équitable du personnel d'abord. Maintenant, tous les personnels de santé qui sortent des écoles de santé et qui sortent des écoles de médecine sont déployés d'abord à l'intérieur du pays. Donc ça, c'est une avancée notable qui vient de se réaliser cette année. En plus de ça, il y a une carte sanitaire qui est en cours d'élaboration, qui va être disponible dans quelques semaines ou dans quelques mois au maximum. Et cette carte sanitaire nous permettra de dire où les besoins en structure de santé se trouvent exactement. Donc, dès que cette carte sanitaire sera validée, chaque coin de la Mauritanie qui a droit à avoir une structure de santé, il aura cette structure. Non seulement il aura les structures, mais avec tout ce qui permettra le fonctionnement normal de ces structures, en matière de ressources humaines, en matière de moyens matériels, en matière de matériel. Donc, il y a cet effort qui est en cours. En plus de tout ça, il y a, comment on dit, il y a une politique des médicaments aussi qui est vraiment mise en place, qui permettra aux gens d'accéder aux médicaments de santé en général et des médicaments de santé de la reproduction en particulier. Donc, un accès pour tous. Un accès, oui. D'ailleurs, dans ce sens-là, pour les médicaments de la santé de la reproduction, les pays, et avec ses partenaires, disponibilisent les médicaments qui sauvent la vie, en plus des autres moyens, de toutes les mesures que je viens de citer. Donc, une batterie de mesures sont en cours. Et toutes ces mesures ne dépendent pas que de la santé, il faut le dire aussi. Il faut que la santé, comme il l'a dit Dr Sid Mohamed, vient en dernier recours. Il est très facile de prendre en charge une hypertension artérielle. Il est très facile de disponibiliser des sangs, mais il faut que les sangs soient transportés au bon moment, à l'endroit où on a besoin. C'est dans ce cadre-là aussi qu'on est en train de créer, que le ministère est en train de créer des centres de transfusion interrégionaux. Ça aussi, c'est pour disponibiliser les sangs partout. En dehors du secteur de la santé, pendant l'inauguration de cette journée d'évaluation du PNDS, il y avait 4 ministres. C'est dire que ce n'est pas que ces problèmes-là ne dépendent pas de la santé seulement. Il y avait le ministre du Développement, le ministre du Développement rural, parce qu'il faut mettre les femmes, les populations dans des conditions qui ne leur permettent pas d'avoir de l'anémie. Par exemple, il y avait le ministère de l'hydraulique et de l'assainissement, parce qu'il faut permettre aux populations d'avoir de l'eau potable. Il y avait le ministre de la Femme, des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Ça, c'est pour défendre mais dites-nous, Dr Djagana, il y a 10 ans, il y avait une politique de prise en charge qui fait que chaque femme a droit, avec 5 000 ouguiya, a droit à la santé et aux médicaments. Est-ce que cette politique existe toujours? Alors, ça, c'est une stratégie phare qui permet l'accès financier aux soins de qualité pour les femmes. Elle existe toujours? Cette politique existe toujours mieux. Cette politique a été améliorée avec le programme gouvernemental Mais dans quel sens elle a été améliorée? Alors, c'est ce qu'on appelle la politique de forfait obstétrical. Alors, c'est une politique c'est une stratégie qui date de 2002 déjà. C'est une politique qui permettait aux femmes, moyennant une cotisation forfaitaire, d'accéder à des soins, quels que soient des soins de qualité dans les structures sanitaires et pendant leur grossesse, lors de l'accouchement et même en postpartum, avec des examens complémentaires. Donc ces politiques existent, il a été revu, il a été renoncé, il a bénéficié de l'aide du président, de Michel, le président de la République. Mais si cette politique existe toujours et qu'elle a été améliorée, pourquoi on a toujours ce problème de mortalité
infantile et mortalité maternelle? Alors, cette politique-là existe depuis 2002. Il a rendu d'énormes services. Il a été victime de son succès, si je peux parler ainsi. Donc, il y a eu quelques... Je ne dirais pas de défaillance. Il y a quelques dysfonctionnements. Mais... Oui, vous pouvez le dire. Donc, il y a quelques dysfonctionnements. Donc, c'était tellement sollicité. Donc, sur le plan financier, donc, il y avait un déséquilibre financier. Donc, ce qui fait que cette politique-là ne répondait plus à ses objectifs initiaux. Mais depuis l'arrivée de l'actuel ministre, tout a été revu et on a bénéficié encore du soutien du président pour permettre désormais aux femmes de ne payer que 4 000, parce que le coût de cette stratégie, c'est devenu jusqu'à 9 000 ouguiya. Donc, tout le monde ne pouvait pas y accéder. Donc, 9 500. Désormais, les femmes ne payent même plus 9 500 ouguiya, ils payent seulement 4 000. C'est le programme présidentiel qui paye les 5 500. D'accord. Docteur Sidi Mohamed, vous, en tant que chef service santé maternelle et néonatale, selon vous, pourquoi cette politique n'a pas vraiment répondu peut-être aux besoins du moment? Disons que c'était une politique qui a été instaurée, comme l'a dit le directeur, en 2002. Elle a fait son temps. Elle a rendu énormément de services en cette période-là, mais comme l'a dit, elle a été victime de son succès. C'est-à-dire on a mis le forfait obstétrical. Le forfait en lui-même est basé sur l'offre de la qualité des soins. Il faut des soins, mais il faut des soins de qualité. Il y avait des préalables à la mise en place de ce forfait obstétrical. Et il y avait un certain moment où les politiciens ont voulu un peu mettre ça partout sans avoir de la qualité. Ce qui a un peu ralenti le succès de cette stratégie-là, qui était vraiment la seule stratégie de lutte contre la mortalité maternelle. Mais depuis l'arrivée du nouveau ministre, on a complètement changé. Il y a une nouvelle réforme du forfait obstétrical, avec l'aide bien sûr de Tahahoudati, qui a pris en charge plus de la moitié du coût de la prise en charge, et qui est devenue une prise en charge globale et totale. Quels sont les changements qui ont été apportés voilà, à cette stratégie? donc du point de vue financier, le forfait coûtait 900 MRU. Maintenant, avec Tahahoudati, il coûtait 400. Donc, Tahahoudati pendant en charge, ou Tahaja plutôt pendant en charge des 500 MRI restants. En plus, il y a eu une prise en charge globale. Au début, c'était une prise en charge limitée. Il y avait un canevas sur lequel la femme doit avoir besoin de ses consultations prénatales, elle doit avoir son bilan, elle doit avoir son échographie, et éventuellement un accouchement, une césarienne. Maintenant, tout ce dont a besoin la femme, durant la grossesse, l'accouchement, le postpartum, de même que le nouveau-né, est pris en charge en considération. Même le bilan s'est élargi. Selon le protocole normes et procédures, maintenant il est systématique de faire par exemple l'antigène HBS, qui est le problème majeur en Mauritanie de l'hépatite B. L'enfant est pris en charge dès sa naissance, gratuitement bien sûr, de même que le HIV. Maintenant c'est systématique dans la CPN. Donc beaucoup de choses ont évolué du point de vue qualité, purement qualité des soins, et du point de vue prise en charge qui est devenu plus global et plus systématique. Avec aussi les nouveau-nés, lorsqu'il a besoin, maintenant c'est une autre prise en charge dans des programmes de Tahahoudati, les 3 programmes phares pour la santé, que sont le forfait obstétrical, les accidents de la voie publique, la réanimation. La réanimation maintenant, elle prend en charge tout malade venant ayant un problème de réanimation. Il est gratuitement, c'est d'État que sa prise en charge se fait systématiquement. Donc beaucoup de choses ont évolué. Tout médicament dont la femme a besoin au cours de sa grossesse, de son accouchement et pour son nouveau-né est pris en charge gratuitement. Donc c'est une prise en charge globale et totale pour tout ce qui est processus de grossesse, d'accouchement et du postpartum. Voilà. Et nous espérons qu'avec cette nouvelle réforme du forfait obstétrical, les choses vont évoluer beaucoup plus rapidement. Mais je voulais juste un peu revenir sur qu'est-ce qui fait que la mortalité est encore à ce stade-là. J'ai dit tantôt que pour lutter contre la mortalité, il y a essentiellement 3 axes. Il y a avoir des structures de santé qui offrent des soins de qualité, avoir les moyens de faire la référence au moment opportun, lorsque la femme a besoin d'être évacuée dans un centre de santé ou dans un hôpital, et les moyens de le faire, et avoir, lorsqu'elle sera donc évacuée, avoir à la réception des personnels qualifiés pour pouvoir la prendre en charge. Tant c'est le point médicaments, que c'est le point infrastructure, que c'est le point équipement, que c'est, comme l'a dit Fatima tout tantôt, la motivation des ressources humaines motivées. Parce que sans des ressources humaines motivées, il manquera toujours quelque chose. Et selon le dernier RB Sony, comme on appelle, c'est-à-dire l'enquête rapide des soins obstétricaux et néonataux d'urgence, il y avait une bizarrerie dans cette enquête-là. C'est que, bizarrement, on a énormément de ce qu'on appelle des soniques, c'est-à-dire des centres qui peuvent prendre en charge tous les soins de la femme, accouchée ou enceinte. Ils étaient au nombre de 16, tous les hôpitaux régionaux de la Mauritanie peuvent prendre en charge n'importe quelle urgence obstétricale.
Alors qu'à la base, c'est-à-dire les centres de santé où les femmes normalement viennent beaucoup plus fréquemment, où les accouchements se passent, il n'y avait que 2 ou 3 centres qui offrent tout le paquet qu'on appelle soins obstétricaux et néonataux de base. Justement, c'est la question que j'aimerais poser. Madame Fatimetou, alors selon vous, malgré toutes ces stratégies, est-ce que nos structures de santé sont aux normes de l'OMS? Permettez-moi un peu, avant de répondre à votre question, de donner un peu mon point de vue par rapport à ce forfait obstétrical, qui, je pense, l'une des conditions préalables à la réussite de ce forfait, qui est un système de prépaiement et de partage de risques de la grossesse entre les femmes, c'est encore la disponibilité des ressources humaines qualifiées. Et je pense que le redéploiement du personnel, notamment les sages-femmes, et la non-stabilité dans les structures, toutes les structures du forfait obstétrical ont contribué à la dégradation de la qualité de ce dispositif. Et bien sûr aussi que c'est un dispositif qui, on connaît bien que le montant, c'est un montant social qui doit être soutenu. Et là, je salue l'initiative du président de la République, qui est les priorités, que l'une a été soutenue, ce forfait obstétrical, parce que son problème était vraiment purement un problème financier. Parce que le montant, la cotisation des femmes ne permet pas la prise en charge efficace de la grossesse. Et donc, si le système n'est pas subventionné ou soutenu, il ne peut pas assurer ou garantir la qualité escomptée. Donc, ça c'est un peu sur ça. Je pense que si je parle des normes de l'OMS, surtout les normes par rapport au plateau technique. Mon inquiétude, malgré tout ce que vous avez dit, les chiffres sont quand même très alarmants, et la Mauritanie est quand même l'un des pays où il y a beaucoup plus de mortalité de la femme et de l'enfant. Malheureusement, oui, parce qu'en comparaison avec les pays de la sous-région, les pays du Maghreb, notre chiffre de mortalité est un chiffre assez alarmant. Parce que si je prends l'exemple des pays du Maghreb, il n'y a que l'Algérie qui est à 117, la Tunisie est à 42, le Maroc est à 72, même la Libye qui était en guerre, elle est à moins de 50. Donc, nous, on est à 500. Donc, toutes ces mortalités additionnées multipliées par qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Je pense aussi que la progression, parce que l'objectif millénaire du développement durable était fixé à ce que si on veut vraiment atteindre cet objectif, il faut qu'on soit accéléré. On part d'un rythme de 9% par an pour atteindre cet objectif. Alors que nous, notre rythme, selon les études, selon le rapport, c'est 1,2. Donc on est un peu loin d'atteindre cet objectif. Je pense qu'il y a tout un ensemble, mais je dirais quand même que par rapport aux ressources humaines, que je vais, excusez-moi toujours d'y revenir là-dessus, parce que c'est un pilier important de cette stratégie, et sans cela, on ne peut pas atteindre l'objectif. Il y a la problématique, il y a la qualité de la formation de base, et il y a encore la non-stabilité de ces ressources. S'ajoute à cela aussi peut-être le reste du système. Expliquez-vous pour savoir, nous n'avons pas compris, expliquez-vous. Hein? Concernant la formation. La formation, j'ai dit la formation de on base a une école, et la nous formation avons une école continue. de santé qui date de 1960. Oui, 66. il y a une école de santé qui date de 1960
Il y a aussi 4 autres écoles de santé qui ont été, comment dirais-je, après ouvertes. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'autres conditions préalables, notamment le corps professoral, par exemple, qui n'est pas aux normes, notamment les programmes d'études accrédités, par exemple, comme le programme sur lequel les autres pays de l'Afrique sont en train de former et qui est recommandé par la Confédération internationale de la sage-femme. Tout dernièrement, ce programme le curricula a été harmonisé, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce sens. Mais aussi, il y a la formation continue de ce personnel. Mais sans un personnel enseignant, surtout les sages-femmes enseignantes, disponibles, mieux repartis sur les écoles et qui accompagnent les étudiants au sein des structures de santé, et aussi la mise aux normes des structures de stage et toute une adéquation normale qui répond aux normes. Merci beaucoup, Madame Fatimitou. Docteur Diagana, selon vous, quels sont les principaux points forts et principales faiblesses dans le domaine de la santé et de la reproduction en Mauritanie? Les points forts, je dirais qu'il y a la volonté politique. Il y a les moyens qui suivent. On a fait beaucoup de progrès depuis quelques années. Nos structures sanitaires ont beaucoup évolué. Et pas par rapport, certes, aux structures. Mais donnez-nous des exemples concrets, par exemple, qu'est-ce qui a été amélioré, les réalisations? Les réalisations, on a eu, je ne peux pas vous donner des chiffres, mais on n'avait pas. Mais des exemples de réalisations. On a beaucoup de personnels de santé, des médecins en particulier, et qui sont formés ici, à Mauritanie, qui sont formés à l'étranger, qui sont de bonne qualité. Les structures de santé sont bien équipées. Et nos points forts, comme il l'a dit, et nos points faibles, comme l'a dit tout à l'heure Fatimitou Moutoullaye. Mais la chef de l'association des sages-femmes vient de remettre en cause justement. D'accord, il y a une catégorie de personnel qui est essentielle aussi et qui n'a pas, dans la formation, on a eu beaucoup d'écoles d'infirmiers. Parce qu'il y a beaucoup de catégories de personnel. Les infirmiers, ils doivent être les plus nombreux et les plus, plus aptes à répondre rapidement aux besoins des populations. Ils sont essentiellement formés localement. Je ne mets pas en doute la qualité de nos écoles de formation, mais il y a beaucoup d'efforts à faire à ce niveau. Bon, on est en train d'améliorer les choses. Les curricula de formation ont été revus, harmonisés par rapport aux autres curricula. C'est vraiment, on a, sur les personnels paramédicaux, infirmiers, on en a besoin de bonne qualité, en nombre, mais surtout de bonne qualité. Donc, nos écoles de formation d'infirmiers doivent faire beaucoup d'efforts, et les efforts sont en cours dans ce sens-là. Docteur Sidi Mohamed, faut y revenir un peu concernant ce que Mme Fatimitou vient de dire concernant la formation du personnel de santé? Tout à fait. Si nous remontons un peu en arrière pour dire qu'au début des années 2000 et quelques, il y avait une dizaine de gynécologues et il y avait une centaine ou 200 de sages-femmes. Actuellement, l'orientation politique qui est donnée depuis cette année, c'est que les spécialités primordiales pour l'État mauritanien, en particulier pour lutter contre la mortalité maternelle et néonatale, sont prioritaires dans la formation de la faculté de médecine, qui est vraiment un atout pour la Mauritanie depuis quelques années. Chaque année, on a plus de 60 médecins, 70 médecins qui sortent, et plus de spécialistes chaque année maintenant. L'orientation est faite que les 4 principales spécialités dont on a besoin en urgence doivent être priorisées, à savoir la gynéco-obstétrique. Chaque année, on forme maintenant 10 à 12 gynécologues au niveau local, en plus de ceux qui sont formés à l'étranger. On forme des réanimateurs anesthésistes, parce que c'est la réanimation qui manque dans nos structures à l'intérieur du pays et qui fait que le nombre de femmes continue de mourir à cause de problèmes de réanimation. Et la troisième spécialité, c'est les urgences. Donc 3 spécialités qui sont primordiales et qui sont prioritaires dans le programme de la formation
pour les médecins. Pour les sages-femmes, c'est vrai qu'il y a eu une décadence un peu. Mais docteur, on a un petit peu l'impression que vous nous parlez plus de quantité que de qualité. Non, non, moi je parle de qualité, j'ai dit la qualité. Je vais revenir sur ce qu'a dit Fatima tout de suite pour dire qu'il y a un manque de qualité au niveau du personnel, sages-femmes particulièrement, et infirmiers. Mais je dirais qu'il y avait une option qui a été faite que plutôt que de faire des sages-femmes avec 3 années de CUF6 dans l'école, on fera plutôt 2 ans et on aura plus beaucoup en quantité, mais malheureusement la qualité n'existe pas. Mais on est revenu sur cette décision cette année et on a dit que tout le personnel qui était formé, qu'on appelait maintenant les infirmiers obstétricaux, vont revenir au niveau de l'école, compléter leur formation et devenir des sages-femmes. Et il n'y aura plus cette option d'infirmier obstétrical qui était faite durant ces dernières années-là. Donc voilà une amélioration de la qualité. On est en train de former aussi des professeurs au niveau des écoles, au niveau de la Tunisie, au niveau du Sénégal, au niveau même de l'école mauritanienne. On aura une quantité, je crois, de 12 ou 14 au cours de la fin de l'année ou 15, qui seront réaffectés spécialement au niveau des écoles de l'intérieur du pays, parce que l'école de Nouakchott n'a pas besoin de ça. Donc je dirais que c'est un ensemble de décisions qui ont été prises pour améliorer la formation, la qualité de la formation et pour améliorer surtout la qualité des soins, parce que c'est ça qui prime. Sans qualité des soins, on ne peut jamais avancer. Et le grand problème de la Mauritanie actuellement, depuis 4 années, on répète la même chose, c'est la qualité de la soins. C'est vrai qu'il y a des structures, c'est vrai qu'il y a des personnels, c'est vrai qu'il y a des équipements, c'est vrai qu'il y a des médicaments, mais le personnel, il est démotivé, le personnel est parfois mal formé, le personnel, voilà, la qualité, même la réception des malades, le fait de recevoir